Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir nous accueillons Marie Rigaudot. Marie est doctorante à la Sorbonne sous la direction d'Isabelle Robin et de François-Joseph Coutu. Et Marie travaille sur les fondations Madame. Et ce soir elle vient donc nous parler des fondations Madame dans les terres d'Olt, de Cailleux et de Saint-Valery-sur-Sorgue. Bonne conférence. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux assister à cette conférence. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir diffuser un petit peu ce sur quoi je travaille dans ma bulle. Je tiens à remercier Monsieur Dogy pour son invitation et pour son aide, dont je vais vous parler dans quelques instants, et les archives départementales d'avoir permis cette rencontre. Donc, sans plus attendre, je commence par vous présenter donc, la fondation sur laquelle je travaille en thèse, qui s'appelle Les Filles Madame. Qu'est-ce que c'est Les Filles Madame? C'est une fondation. Alors, le nom Filles Madame, c'est un nom qui est en fait un nom d'usage. Ce n'est pas le nom de la fondation telle qu'elle est créée, c'est un nom que les officiers qui la font fonctionner lui donnent à partir du XVIIe siècle pour en fait synthétiser, puisque si on donne le nom complet, c'est la fondation de Madame et Monsieur le Duc et la Duchesse de Nevers, etc. C'est très long. Donc en fait, on raccourcit et on l'appelle les filles Madame pour les filles de Madame la Duchesse de Nevers. Cette fondation, elle est créée en 1573 donc par Ludovic de Gonzague, Louis de Gonzague aussi en français, et Henriette de Clèves, qui sont les ducs de Nevers. Et elle a pour but de doter 60 filles pauvres dans leur territoire. Le territoire seigneurial, alors ici vous excuserez ma carte qui a très mal placé Saint-Valery et Ault, qui sont un peu plus bas comme vous devez le savoir. C'est dû à ma maîtrise très chancelante du logiciel de cartographie. Donc les territoires des ducs de Nevers, comme leur nom l'indique, sont plutôt situés dans le Nivernais, donc, que vous voyez au centre, et quelque peu dans les Ardennes. Et il y a quelques petits territoires comme Saint-Valery, Ault, Cailleux, et d'autres que vous pouvez voir sur la carte, que sont Brézol, Sénonches, Coulommiers ou encore l'Espar-Médoc. Et donc c'est dans toutes ces terres que les ducs de Nevers veulent fonder leur fondation pour doter 60 filles pauvres. Pourquoi la création de cette fondation? Donc cette fondation, elle est inspirée par les fondations italiennes et espagnoles qui existent déjà depuis le XVe siècle. Par exemple, il y a la fondation du duc de Florence ou la fondation Torfanini, qui est un noble de Bologne, qui existe déjà à cette période-là. Louis de Gonzague est en fait le cadet d'une grande famille noble italienne, et il rapporte donc ce concept d'Italie tout en l'adaptant à son territoire français. Et donc, il le fait dans un contexte qui est bien particulier, qui est celui des guerres de religion et de la réforme catholique. Donc, au moment où Louis de Gonzague crée sa fondation, on est dans la 4e guerre de religion. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler, puisqu'elle est caractérisée notamment par le massacre de la Saint-Barthélemy qui a lieu à Paris en 1572, en août 1572. Et ce massacre, en fait, il est très important pour Louis de Gonzague, puisque c'est un fervent catholique, comme vous pouvez vous en douter, puisque cette fondation, c'est une fondation charitable catholique. Et Louis de Gonzague participe activement au massacre de la Saint-Barthélemy. Il va lui-même en fait répliquer le massacre dans une ville de ses terres qui s'appelle La Charité. Et donc la date de la fondation des Filles Madame fait suite à ces événements et s'inscrit dans le mouvement aussi de la réforme de l'Église qui va répondre à ces problématiques en fait, des critiques qu'on a apportées à l'Église catholique avec le protestantisme. Les nombreuses destructions aussi qui ont été engendrées par les conflits, par ces nombreuses guerres de religion qui ont lieu tout au long du XVIe siècle, vont être une des raisons pour lesquelles on cherche à répandre la charité. Et notamment, pour le territoire des ducs de Nevers, je reviens rapidement sur ma carte,
c'est d'autant plus important qu'il va y avoir de nombreuses destructions, à la fois des guerres de religion, mais aussi de toutes les guerres. Comme vous le voyez, Mézières, c'est à la frontière du Royaume de France à cette époque-là, et donc on a beaucoup d'armées qui passent et qui détruisent, ce qui engendre énormément de pauvreté. Le but de Louis de Gonzague et d'Henriette de Clèves lorsqu'ils fondent leur fondation, c'est de répandre donc l'idéologie de la réforme catholique. La réforme catholique, elle commence avec un concile qu'on appelle le Concile de Trente, donc qui a lieu entre 1545 et 1563. C'est une très très longue période, durant laquelle on va diffuser un nouvel idéal pour redorer en fait l'image de l'Église catholique. Cet idéal, ça va être un idéal de piété très forte et une volonté donc de développer la charité des laïcs, qui va engendrer une grande vague de fondations charitables pour aider les pauvres, notamment donc, chez les grandes familles nobles, dont font partie les ducs de Nevers, qui sont une des plus grandes familles nobles de la fin du XVIe siècle. Il y a aussi une volonté de valoriser le mariage comme sacrement. Ici, il y a vraiment une volonté de s'opposer aux protestants qui, comme vous le savez, à partir de ce moment-là, vont ne plus considérer le mariage comme un sacrement. Et ici, la fondation matrimoniale cherche à montrer que le mariage est un sacrement extrêmement important, y compris pour les laïcs. Et donc, cette fondation, elle va avoir aussi pour but de préserver la vertu des jeunes femmes pauvres face à l'importance notamment du concubinage dans les couches les plus pauvres de la société. La fondation, elle cherche aussi à rendre possible, en fait, d'un point de vue financier, le mariage des filles pauvres qui sont parfois exclues du marché matrimonial parce qu'elles n'ont pas de dot. Et donc, c'est un moyen, en fait, de financer leur mariage, de se substituer, en fait, à ce que le père, dans les familles plus riches, fait, c'est-à-dire donner une petite somme d'argent qui va aller à la famille de l'époux. Cette fondation, elle intervient aussi dans un contexte assez particulier pour les ducs de Nevers parce que elle va venir en fait concrétiser un vœu pieux qu'ils vont faire, puisque à ce moment-là, en fait, ils ont des difficultés à avoir un héritier, à avoir un enfant. Et donc, ils ont leur premier fils en 1573, et c'est à ce moment qu'ils vont faire cette fondation dans laquelle ils remercient très explicitement Dieu du cadeau qu'il leur a fait de leur donner un héritier pour assurer leur descendance. Et du coup, cette fondation, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de bâtiment physique. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on peut la retrouver dans tous les territoires que je vous ai montrés, qui ne sont pas proches les uns des autres. Et en fait, elle se matérialise dans les paroisses. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et les fondateurs donc, sont très conscients de l'éclatement territorial du duché. Ça représente 401 paroisses en tout, où se déroulent ces élections dont je vais vous parler après. Et donc, comme il n'y a pas de bâtiments ou d'administrateurs qui sont proprement dédiés à la fondation, ils vont confier la mission de centraliser toutes les archives et de gérer en fait tous les problèmes de cette fondation aux administrateurs d'une grande institution à cette époque-là, qui est l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est vraiment la plus grande institution charitable et le plus grand hôpital de France durant la période. Et donc c'est ces administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris qui vont s'assurer que la fondation fonctionne bien, que les officiers locaux des différents endroits où elle doit se tenir vont organiser les élections. Et ils s'assurent de cela en fait en réceptionnant tous les documents qui viennent de cette fondation. Ils doivent donc collaborer avec des procureurs fiscaux, donc les gens qui sont vraiment en charge de la justice seigneuriale, et du coup faire en sorte que tout fonctionne à n'importe quel endroit de la fondation. Ce qui est un petit peu compliqué, notamment lorsqu'on est excentré comme pour les territoires de Saint-Valery, Ault et Cailleux. Et donc, je vais commencer par une petite histoire de ces archives pour vous expliquer un petit peu toute cette complexité derrière le fait de faire l'histoire de cette fondation, en particulier pour les terres de Saint-Valery, Ault et Cailleux. Au départ, je pensais qu'il n'y avait pas d'archives, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai fait le relevé de toutes les archives de cette fondation pour mon travail de thèse,
je savais qu'il y avait eu cette fondation dans ces 3 territoires, mais aucune archive n'était apparue. La seule preuve que j'avais de l'existence de cette fondation, c'est un vieil article qui date de 1908, qui est l'article de Georges de Vimy, qui a été fait pour le bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie du Vimeux, et qui était intitulé « Fondation pour le mariage d'une jeune fille pauvre à Ault, Saint-Valery et Cailleux ». Cet article, il a été extrêmement intéressant pour moi, puisque à l'intérieur, Georges de Vimy mentionne donc l'existence de cette fondation, le fait qu'elle a bien fonctionné, et il mentionne le fait que les archives communales d'Ault avaient un fonds concernant cette fondation, et aussi un dossier qui est conservé aux Archives nationales à Paris. L'article en question, il est très descriptif, mais il retrace bien en fait les documents que j'ai pu trouver par la suite. Et donc, un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé ces archives, parce que j'aime bien être sûre d'avoir collecté toutes mes archives, c'est important pour mon travail de thèse. Et notamment, j'avais très envie de trouver les archives de Saint-Valery, puisque c'est une région qui est proche de la région dont je viens. Donc, j'avais très envie de pouvoir faire l'histoire de ma fondation sur ces territoires. J'ai envoyé un mail à M. Dogy, qui est présent ici, en novembre 2023, en demandant si par hasard le dossier de la fondation aurait été omis dans l'inventaire général des archives. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre, et je peux vous dire, ça ne m'est jamais arrivé dans d'autres circonstances, que effectivement le dossier avait été retrouvé et qu'il était en train d'être inventorié, donc qu'il allait être prochainement mis à la communication du public. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé les archives, et donc je remercie encore M. Dogy de sa réponse, puisque grâce à lui j'ai quand même enrichi considérablement mon corpus, et ça m'a permis de retrouver donc le fameux dossier des archives communales de Ault dont parlait Georges de Vimy dans son article de 1908, que je pensais très sincèrement avoir été détruit peut-être pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, puisque, comme vous le voyez, l'article remonte à avant les 2 guerres. Ces archives, donc, aussi intéressantes qu'elles soient, elles sont tout de même un petit peu lacunaires. Alors, par comparaison avec tout ce que j'ai en fait sur la fondation dans les autres territoires, j'ai assez peu d'informations, mais tout de même des choses assez intéressantes sur la fondation et son déroulement dans les terres de Picardie. Le dossier des archives nationales, pour commencer, donc, qui porte plus précisément sur Saint-Valery et sur Cailleux, donne des éclairages sur les raisons en fait, de cette mauvaise conservation. Cette mauvaise conservation, elle est liée aux multiples changements de propriétaires, puisque à la mort des ducs de Nevers, leur territoire est éclaté et on le revend à différentes personnes. Et les personnes qui ont racheté ces territoires ont donné des baux à des fermiers chargés de récolter les revenus de leur territoire. Ces revenus-là, c'est ça qui servait à donner l'argent pour financer les dots. Et donc, dans ces contrats en fait, qui étaient passés, il devait y avoir la mention de cette fondation, de l'obligation en fait, de réserver de l'argent pour cette fondation. Chose qui n'a pas été faite à plusieurs reprises. Elle a été faite en 1588, puisque là on trouve une mention de la fondation et de cette obligation. Mais en fait, à partir du XVIIe siècle, le bail qui a été fait par le duc de Chevreuse, qui a récupéré donc les territoires de Saint-Valery et de Cailleux, ne précise pas en fait qu'il y a l'obligation de payer ses dots. Et donc on ne sait pas à cette période-là si la fondation a été appliquée ou non. Et donc durant le début du XVIIe siècle, jusque vers 1660, il n'y a pas d'application de cette fondation, et c'est le Parlement de Paris qui va légiférer et ordonner aux officiers de la faire appliquer, puisque le contrat de fondation, il était enregistré et ils avaient l'obligation, en fait, presque légale, de faire fonctionner cette fondation. Et donc c'est grâce à ça que la fondation va être remise en marche, et quand on regarde en fait les documents, on voit qu'à partir de 1660, il y a des filles qui sont effectivement dotées.
Le deuxième dossier que j'ai pu du coup consulter ici, c'est le dossier des archives de Holt, qui conserve en fait alors, des actes plutôt du XVIIIe siècle. En réalité, les actes du XVIe siècle, ils ont quasiment tous été perdus. Ceux du XVIIe aussi, malheureusement, même si on trouve des noms de filles dans ces actes-là. Et donc, le principal dossier qui est conservé ici, c'est un dossier qui contient les procès-verbaux d'élection, donc c'est les papiers qui font le résumé des élections de la Fondation dans les territoires. Et on trouve aussi dans ce dossier donc, des arrêts du Parlement qui expliquent que les gens ont bien eu cette obligation de faire fonctionner la Fondation. Je vous en ai mis un exemple. Alors, je vous ai mis un exemple des formulaires de procès-verbaux et un exemple aussi de ce à quoi ressemblaient les actes. Donc ici, vous avez un procès-verbal d'élection. Je vous ai mis la version préimprimée qu'on ne trouve pas ici parce qu'ils sont bien postérieurs à ce qui est conservé dans le fond. Et ici, je vous ai mis un des procès-verbales qu'on trouve dans les archives qui est un petit peu plus difficile à déchiffrer. Mais là, vous avez en fait l'essentiel. Et donc, le Parlement de Paris et les administrateurs de l'Hôtel-Dieu ont fait imprimer des formulaires qu'on retrouve dans d'autres archives et qui permettent en fait aux officiers de simplifier la prise de notes pendant les élections. Et donc, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet après vous avoir un peu ennuyé avec toutes ces questions d'archives perdues. Qu'est-ce que c'est concrètement la Fondation et comment est-ce qu'elle fonctionne ? Cette fondation, donc, elle fonctionne sur les 3 territoires que j'ai cités auparavant. Saint-Valery, qui est le territoire principal, comme vous pouvez le voir déjà sur la carte, Cailleux et Holt. Il va y avoir en fait l'élection de 4 filles, d'ailleurs j'ai fait une erreur dans le diapo, 4 filles dans ces territoires, dont 2 filles à Saint-Valery, une fille à Cailleux et une fille à Holt. Et donc, la petite subtilité, c'est que ici, à Saint-Valery, vous allez avoir des filles qui viennent de différentes paroisses. Donc, de Beaumet, qui est beaucoup plus loin, qui est même plus proche d'ici que de Saint-Valery, je crois. Cambron, Bouillancourt, Bertancourt et Teufle, qu'on voit ici. Et donc, les filles de ces différentes paroisses-là, elles vont être élues dans ces paroisses, puis venir à Saint-Valery pour le tirage au sort dont je vais vous parler juste après. Et donc, on est vraiment dans un territoire, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle, qui est excentré et qui va être donné en fait à la gestion des officiers locaux qui, dès le XVIIIe siècle, vont véritablement remettre en route les élections et donc qui vont appliquer ce que j'appelle dans ma thèse la charité conditionnelle. Une charité qui est conditionnée en fait à un certain nombre de conditions que je vais vous exposer ici. Puisque évidemment toutes les filles n'avaient pas accès à cette fondation. Il fallait respecter un certain nombre de conditions et un certain nombre d'étapes avant de pouvoir accéder à une dot. Première condition, c'est que les filles qui pouvaient participer à l'élection devaient être âgées au minimum de 16 ans. Il n'y avait pas de maximum d'âge, donc parfois on retrouve des filles plus âgées, entre guillemets, que l'âge au mariage qu'on imagine habituellement. Mais des filles de 30 ans, 31 ans peuvent se présenter pour la première fois, ça ne pose aucun souci. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les fondations parce que parfois on met une limite entre guillemets de péremption à ces filles et à partir de 30 ans en fait on considère qu'elles n'ont plus le droit de participer. La fondation des Ducs de Nevers est très progressiste dans ce sens puisqu'elle autorise les filles à se présenter sans maximum d'âge entre guillemets. Donc à partir de 16 ans, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles soient trop jeunes. Et une des conditions principales, c'est que c'est des filles qui doivent être des sujettes des Ducs de Nevers. Donc elles doivent être nées dans la paroisse où elles se présentent et de parents qui se sont mariés dans cette paroisse. C'est très important et il faut que leurs parents soient mariés légitimement devant le prêtre et qu'elles aient été baptisées aussi de manière légitime. Donc toutes les filles qui ne correspondraient pas à ces cases, et il y en a, eh bien elles ne peuvent pas participer à la fondation. Autre critère d'importance, effectivement, c'est celui d'être pauvre et de préférence orpheline. Donc pauvre, ici, ça renvoie à une catégorie, vous voyez, un petit peu étroite,
puisque si les filles illégitimes ne rentrent pas dedans, ça veut dire que toutes les filles qui sont déposées dans les orphelinats n'ont pas accès non plus à la fondation. Et donc il s'agit vraiment de filles, de personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas assez d'argent en fait pour mettre de côté et pour constituer une dot à leur fille. Dans le cas des orphelines, donc c'est des orphelines qui sont orphelines de père un petit peu plus tard dans leur vie et qui vont continuer de vivre avec leur mère ou qui vont travailler et qui, elles, en fait, ne bénéficient pas d'une dot tout simplement parce qu'elles n'ont plus de père pour la leur constituer. Et enfin, dernière condition et pas des moindres, c'est celle d'être vertueuse et bonne catholique. On demande à ces filles donc d'être très chastes et de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, ce qui est quelque chose d'assez courant à cette période-là, mais en réalité qui n'est pas toujours respecté dans la société. Et pour ces filles-là, on exige véritablement qu'elles soient vierges durant toute la période où elles se présentent à ces fameuses élections. Et donc ces conditions de sélection des filles dans les paroisses, elles doivent être appliquées à l'échelle paroissiale, puisque les élections, elles ont deux étapes principales que vous voyez ici. Et donc, dans les paroisses, c'est des jurys d'élection de paroissiens qui vont appliquer ces critères. Ce jury, il est composé de 3 hommes et de 3 femmes. Donc, en gros, les paroissiens se réunissent à la messe le dimanche de Pâques Fleuries, qu'on appelle maintenant le dimanche des rameaux ou le dimanche des cendres. Et donc, ils doivent désigner 3 hommes et 3 femmes parmi les plus vertueux de la paroisse pour élire la fille la plus vertueuse. Et c'est donc ces jurys qui ont pour consigne de respecter les critères de sélection. Et donc, on en vient au tirage au sort, puisque une fois que la fille elle a été sélectionnée dans la paroisse, eh bien, elle va devoir se rendre le mardi de Pâques ou le lundi de Pâques, ça dépend de certains endroits, dans la paroisse la plus proche, puisque, comme je vous l'ai montré donc sur la carte, je reviens un instant dessus, à Saint-Valéry, par exemple, les élections paroissiales, elles vont avoir lieu donc, le dimanche des rameaux, ici, 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 ici. Et donc, le lundi ou le mardi de Pâques, les filles doivent se rendre à Saint-Valéry, assister à la messe et ensuite être tirées au sort. Et donc là, vous avez un système de tirage au sort qui est mis en place. Donc le lundi de Pâques, ça je l'ai déjà dit. Je vous ai mis un exemple de billet, donc de ce à quoi ressemblaient les billets d'élection, puisque le tirage au sort, c'est tel que vous le connaissez maintenant. On prenait un grand pot dans lequel on allait mettre plein de billets. Ces billets, c'était inscrit dessus soit Dieu vous a élu, alors moi j'ai que ce Dieu vous a élu, soit écrit dessus Dieu vous console. Et donc on pliait les billets de la même manière, on les mettait dans un pot, et ensuite on demandait à un petit enfant de venir tirer au hasard les noms des filles dans le pot pour désigner celle que Dieu, du coup, a choisie pour recevoir la dot de la fondation. Ce tirage au sort, il permet donc, ici, donc dans le cadre de Saint-Valéry, de donner 2 bons billets aux filles, et celles qui n'ont pas eu le billet, elles ont le droit de se représenter aux élections l'année suivante. À partir du moment où les paroissiens jugent qu'elles sont toujours de la bonne qualité pour se présenter, elles peuvent recommencer plusieurs fois. Les filles, une fois élues, elles ont en théorie donc jusqu'à la Pentecôte pour trouver un époux. Ce qui est quand même une période, vous en doutez, un petit peu courte. C'est pas toujours facile de se trouver un fiancé. Si on n'avait pas prévu qu'on allait être élu à ce moment-là et qu'on n'avait personne avec qui se marier, c'était un petit peu court. Donc en fait, la Fondation va vite intégrer ça dans son système, c'est que les filles donc, vont pouvoir venir dire voilà, j'ai pas encore trouvé de fiancé. Généralement, elles viennent avec un membre de leur famille, donc soit avec leur père, leur mère, soit peut-être avec un autre membre de la famille si elles sont orphelines. Ça peut être le frère, l'oncle, souvent des hommes, évidemment. Et donc, elles vont dire, je n'ai pas trouvé d'époux, est-ce qu'on peut consigner ma dot, c'est-à-dire la garder le temps que j'en trouve un. Et donc, c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'elles consignent leur dot. Ces dots, elles sont gardées par des notables en fait, locaux
à qui on donne le droit donc de garder l'argent et de leur en donner un petit intérêt. Donc chaque année, elles vont toucher une petite somme de cette dot pendant 3 ans. Au bout des 3 ans, la dot, si elle n'a pas été réclamée, elle est envoyée à l'Hôtel-Dieu de Paris et la fille pourra la réclamer, mais elle ne touche plus son petit intérêt comme elle pouvait l'avoir avant. Donc voilà, ça leur permet quand même de se laisser le temps de trouver le bon candidat avec qui se marier. Voilà pour ce qui est de l'organisation de la fondation. Dernier point, du coup, comment est-ce que... dernier point que je n'ai pas encore abordé, c'est comment est-ce que la fondation, elle est gérée par les officiers. Alors ça, je vais être très rapide parce que c'est peut-être pas le plus intéressant, mais donc ces officiers, ils ont pour charge justement de sécuriser l'argent et de faire en sorte, parce qu'il y a parfois des fraudes, j'en ai pas trouvé pour Saint-Valery et pour Ault. Peut-être que la documentation est un petit peu trop petite, mais il peut y avoir parfois des fraudes des personnes qui consignent les dots. Et donc les officiers, ils ont pour charge de vérifier que ces dots, elles vont être bien gardées, que les personnes que les filles choisissent sont de bonnes personnes dignes de confiance. Et grâce à ça, c'est eux en fait qui vont renvoyer tous les documents et qui vont faire en fait les documents que je vous ai montrés précédemment pour les envoyer à l'Hôtel-Dieu de Paris et vérifier qui eux vérifient que la fondation fonctionne bien. Dernier point, c'est est-ce que cette dot, elle vaut la peine en fait de participer à ces élections. En réalité, donc au départ, j'ai fait quelques petites estimations qui valent ce qu'elles valent parce que c'est très difficile de convertir des monnaies d'Ancien Régime en monnaie actuelle. Mais la dot, elle est de 50 livres tournois et le montant ne change pas du début à la fin de la fondation. Donc, elle reste la même, malgré d'ailleurs le fait que certains officiers se plaignent justement du fait qu'avec l'inflation, le montant qui au début, à la fin du XVIe siècle est un beau montant, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, ça représente en fait environ 762 €. Donc c'est plutôt une dot, une belle dot, une dot très correcte pour des filles pauvres. Et à la fin du XVIIIe siècle, on est plus sur l'équivalent de 200 €, puisque l'inflation en fait a dévalué très très fortement cette dot. Et c'est quelque chose dont les officiers en fait se plaignent beaucoup parce qu'ils disent, alors c'est pas forcément pour le territoire de Saint-Valery et de Cailleux, mais plus dans les Ardennes par exemple, où les filles refusent parfois de participer aux élections parce qu'en fait la dot n'est pas suffisamment élevée et que parfois en travaillant et en mettant de l'argent de côté pour se constituer leur propre dot, elles arrivaient à s'en passer. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de candidates, donc ça prouve que malgré la petite somme, elle était quand même très nécessaire dans certains cas. Et donc, j'en arrive enfin donc à cette troisième partie, c'est qui sont les filles qui sont élues ici. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'archives pour le XVIe siècle, il y a quelques archives pour le XVIIe siècle. On trouve notamment donc, des listes des filles qui vont être élues. Pour ce qui est de Ault, j'ai en fait des procès-verbaux, donc ce que je vous ai montré au tout début, je vous le remontre rapidement, que vous l'ayez en tête, que ça vous paraisse concret. Donc j'ai ça. Ça, c'est l'essentiel de la documentation sur laquelle je travaille, et donc je l'ai pour la période de 1708 à 1732. Et donc, le déroulement des élections. Concrètement, l'image que je vous ai mise ici, elle représente assez bien, alors évidemment de manière très symbolique, comment est-ce que les élections pouvaient se dérouler. Ici, c'est un tableau qui date de 1776, qui représente une jeune fille, toute de blanc vêtue, qui se fait couronner par une rose. Et vous voyez tout autour, en fait, vous avez à la fois les paroissiens, mais aussi, alors là j'ai coupé un petit peu l'image, mais aussi l'élite de la paroisse qui vient lui donner en fait sa récompense. Alors ici c'est une couronne de rose, dans la réalité
les jeunes filles, elles étaient plutôt couronnées par une dot qui leur était bien plus utile d'ailleurs qu'une couronne de rose. Et donc, les paroissiens, il va y avoir donc des paroissiens, ce qu'on appelle des paroissiens témoins, dont on trouve le nom dans les actes, qui sont, en fait, ici c'est assez particulier, et j'ai pas retrouvé ça dans d'autres territoires de la Fondation, c'est souvent des membres très actifs de la communauté paroissiale. Je vous ai mis un exemple ici des membres, des paroissiens qui vont être témoins des élections en 1717, et vous voyez qu'en fait on a beaucoup échevins en charge, marguilliers en exercice. On a soit des personnes donc, qui sont d'un statut social élevé, soit des personnes en fait qui vont être déjà très impliquées dans la vie de la paroisse, puisque donc les échevins et les marguilliers, ils vont vraiment s'occuper de faire vivre l'église et d'entretenir les bâtiments. Et du coup, on voit très bien en fait l'implication de l'élite dans les élections de ces filles, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Alors ça dépend un petit peu des paroisses, est-ce qu'il y a vraiment une élite, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont de l'argent ou pas. Et donc ici, on voit que vraiment l'élite est très impliquée. Deuxième partie de l'élection, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les jurys d'élection, qui eux aussi sont composés de personnes qui sont censées être vertueuses, mais ici, quand on regarde les actes, on constate qu'il s'agit aussi d'une partie de l'élite, puisque là, je vous ai mis l'exemple de l'année suivante, donc de 1718, vous avez Michel Aubry qui est apothicaire, vous avez Paul Cailleux qui est maître de bateau, encore un autre maître de bateau, un marchand. Et donc, pour ces personnes-là, on est vraiment sur le haut de l'élite paroissiale, avec des gens qui sont assez aisés. Et deuxième particularité qu'on retrouve ici, et qu'on retrouve un peu ailleurs, mais surtout ici, c'est la composition du jury de femmes, puisque ici vous avez les 3 hommes, et après vous avez les 3 femmes. Et sur ces 3 femmes, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait, il y a 2 veuves. La première, donc Françoise Routier, qui est veuve de Gabriel Pochol, qui est marchand-brasseur, et la seconde, Marguerite Roussel, qui est veuve de Jean Fréchot, maître de bateau de dragueur, je pense d'ailleurs. C'est écrit drageur dans le procès verbal, mais je pense que ça doit être plutôt dragueur. Et donc ici, c'est une particularité, et c'est lié aussi au statut des veuves dans la société d'Ancien Régime, qui était extrêmement bien considéré, et qui incarnait une forme de vertu. Donc ici, vous avez 2 veuves et une femme mariée. Et je retrouve ça dans à peu près tous les procès verbaux d'élection, avec cette composition, 2 veuves et une femme qui elle, est mariée. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a un vrai investissement local, il y a un vrai investissement de la communauté pour aider ces jeunes filles et pour doter les jeunes filles qui le méritent dans la paroisse. Deuxième point, c'est qui sont les filles élues. Ces filles élues, premièrement, encore une spécificité que j'ai découvert ici, c'est que ces filles, elles sont élues assez rapidement. En fait, quand on regarde par rapport à l'ensemble des territoires, où j'ai pu en fait faire des calculs un petit peu plus denses, puisque un des axes de ma thèse aussi, c'est de quantifier un petit peu tous ces phénomènes, l'âge auquel les filles se marient, quand est-ce qu'elles peuvent se marier et combien de temps parfois elles doivent rester célibataires à cause justement de leur participation aux élections. Et dans beaucoup de territoires, on a une moyenne de 5 ans. Et 5 ans, c'est vraiment la moyenne basse, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui parfois mettent jusqu'à 10 ans, donc ça veut dire qu'elles se présentent 10 fois de suite aux élections avant de pouvoir obtenir un billet. L'avantage du territoire donc de Saint-Valery, de Cailleux et de Ault, et particulièrement de Ault, c'est que l'élection, elle se fait uniquement dans le village. Donc en réalité, ils vont élire 2 jeunes filles, il y en a une qui sera tirée au sort. Ça veut dire que si la fille, elle n'est pas tirée au sort la première année, elle se représente la seconde et généralement, au bout de 2 ou 3 essais, elle peut être élue et donc être dotée. Ce qui est vraiment assez exceptionnel par rapport à l'ensemble de la Fondation,
Des fois, je suis très triste quand je vois qu'il y a encore une candidate que j'ai vue sur 10 années quasiment se présenter et qu'elle n'est toujours pas tirée au sort, puisque ça veut dire pour elle qu'elles ne peuvent tout simplement pas se marier. Deuxième point, c'est que, alors là c'est des exemples que j'ai tirés de ma base de données qui est en cours de constitution. Donc l'objectif, ça va être vraiment de recenser toutes les filles qui ont été élues. Ici, je vous ai mis 2 exemples qui sont intéressants pour ce qu'elles démontrent. C'est premièrement que les filles qui sont élues, ce sont des filles orphelines. Et donc, vous avez 2 cas. Soit elles sont orphelines des 2 parents, c'est le cas de Marie Dezombre, qui est la fille d'un marinier donc, décédé, et de Jeanne Beauchamp, qui est aussi décédée. Et donc, dans ce cas-là, elle a d'autant plus besoin d'aide par rapport aux autres. C'est un peu le principe qu'on demande aux électeurs, c'est de dire, voilà, il faut que ce soit la fille qui en a le plus besoin, et donc, par échelle, on va regarder celle qui est orpheline des 2 parents, puis après celle qui a perdu un de ses parents. Et c'est le cas par exemple de Jeanne Parmentier qui, elle, en fait, est orpheline de père. Elle est élue en 1715 et donc sa mère est veuve, ce qui fait qu'elle ne peut pas la doter, qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et donc là, vraiment, le but de la fondation, c'est de se substituer un petit peu et de faire en sorte que les communautés se substituent à l'autorité paternelle pour leur donner une dot. Deuxième point intéressant dans ces cas, c'est que ces filles-là, elles sont filles de mariniers. Alors, elle de marinier et l'autre de valet de chasse-marée. Donc, vous voyez que c'est des filles qui viennent en fait des catégories très laborieuses et assez pauvres en fait de ces paroisses. Donc, on a vraiment un exemple très criant de ce que les gens considéraient comme étant la pauvreté, c'est-à-dire ceux qui travaillaient un petit peu à la journée sur les bateaux. Valet de chasse-marée, j'ai pas réussi à identifier très sûrement ce que c'était, mais j'imagine qu'ils devaient travailler donc, sur un bateau chasse-marée. Et donc, on imagine aisément que ce sont des personnes qui gagnent très peu leur vie. Donc, voilà pour ce qui est des filles orphelines. Et par rapport aux autres territoires, ici, on voit bien que ce sont majoritairement des filles pauvres et j'ai même trouvé une autre mention de filles. Alors, il y a 2 cas intéressants que je n'ai pas rajoutés dans le PowerPoint. C'est le cas d'une fille carrément de mendiant. Et ça, pareil, c'est une exception par rapport à tout ce que j'ai pu constater, puisque normalement, les filles de mendiants ne sont pas censées pouvoir accéder à la fondation. Et on voit bien qu'on choisit davantage du coup, des filles de gens qui sont intégrés et qui sont actifs dans la communauté par rapport à d'autres filles plus marginalisées. Deuxième cas aussi que j'ai trouvé, mais sur lequel malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup de détails, ce que j'aime bien faire généralement, puisqu'il y a certaines filles, comme vous vous en doutez, qui sont exclues de ces élections. C'est les filles qui n'ont pas respecté les conditions. Et ça arrive, enfin ça arrive pas si souvent en fait que ça, mais ça arrive de temps en temps. Et j'ai trouvé le cas d'une fille notamment qui a été exclue des élections en 1722. Alors on appelle ça les filles qui, enfin dans les documents, il est écrit fille qui a forfait à l'honneur de son sexe. Et généralement, quand j'ai le cas de ces filles-là, je fais une petite recherche dans les registres paroissiaux pour essayer de retrouver la raison de l'inconduite. Alors évidemment, c'est très pudique la manière dont c'est formulé, mais le fait est que ces jeunes femmes, elles ont eu des relations sexuelles hors mariage qui ont souvent comme conséquence une grossesse. Et c'est comme ça, en fait, que les paroissiens et les officiers se rendent compte qu'elles ne sont plus vierges et donc qu'elles ne correspondent plus aux conditions de la fondation. Et donc, cette jeune fille, je l'ai cherchée avec beaucoup de minutie dans les registres paroissiaux pour savoir si effectivement elle avait été enceinte et elle avait eu un enfant, puisque les registres paroissiaux d'Ault mentionnent plusieurs fois des naissances illégitimes. Donc,
parfois on tombe dessus. Ça m'est arrivé pour d'autres filles, notamment à Nevers et aussi dans le Cher, où là j'ai retrouvé, en fait, j'ai pu reconstituer ce qui s'était passé. Ici, la tentative a été un peu infructueuse puisque la fille en question, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc elle a été exclue de la fondation, ce qui l'a empêchée d'avoir une dot, et elle a probablement dû être envoyée quelque part ailleurs, dans une autre paroisse, pour accoucher, puisque c'était particulièrement honteux d'être enceinte hors mariage. Donc voilà pour les premiers éléments de cette recherche sur Holt. Donc, comme vous avez pu le constater, hein, je travaille à partir de petits bouts que j'essaye de rassembler. Les procès-verbaux d'élection, ça me donne un certain nombre d'informations. L'objectif, du coup, c'est un peu ce que je vais dire en guise de conclusion, ça va être de développer cette base de données que j'ai sur les filles pour réussir en fait à reconstituer les mariages. Et donc, au-delà de rechercher les filles qui ne se sont pas bien conduites, ça va être aussi de voir un petit peu si Marie Dezombre, Jeanne Parmentier et les autres filles qui se sont présentées aux élections réussissent à avoir un époux et à se marier. Puisque dans certains cas, et là c'est peut-être le dernier point que je peux rajouter sur cette présentation, dans certains cas, les filles ne se marient pas. Il y a des exemples en fait d'élections dans lesquelles on va rajouter des dots. Au lieu d'avoir 4 filles élues, on va en avoir 5 cette année-là. Il y a 2 raisons à ça. Il y a des filles qui ne se marient pas tout simplement parce qu'elles décèdent très rapidement après avoir été élues. Et donc elles meurent célibataires et leur dot est systématiquement remise en jeu pour pouvoir bénéficier à quelqu'un d'autre. Et deuxième cas, c'est les cas où par exemple la fille est exclue, où la fille va partir ailleurs, puisque ces filles sont très pauvres. Généralement, lorsqu'elles sont célibataires, elles vont travailler en tant que domestiques dans différentes maisons, et lorsqu'elles n'ont plus de travail, généralement, elles partent ailleurs, et il arrive qu'elles ne réclament pas leur dot. Et donc, ces dots-là doivent être ensuite remises en jeu. C'est généralement les officiers qui le signalent, et le Parlement de Paris qui prend la décision de dire là, il faut faire un nouveau tirage au sort avec ces dots-là, puisqu'elles n'ont pas été réclamées. Ça m'est arrivé de trouver des dots qui n'ont pas été réclamées pendant 100 ans. Donc là, au bout de 100 ans, on commence à se dire il va falloir la redonner à quelqu'un d'autre. Et donc, les élections sont un petit peu plus grosses cette année-là. Ça permet à plus de filles d'en bénéficier. C'est un petit peu l'enjeu en fait de la suite de la recherche sur Holt, du coup, qui est le territoire en fait sur lequel j'ai le plus d'archives. Ça va être de trouver à qui ces jeunes femmes se marient. Est-ce qu'elles se marient avec des gens plutôt de leur condition sociale? Ça, c'est des choses que je retrouve en fait dans les autres territoires sur lesquels j'ai un peu plus travaillé. C'est que généralement, il n'y a pas d'ascension sociale. Ces filles, elles se marient avec des hommes qui ont le même métier, par exemple, que leur père. Et donc, ça va être aussi d'analyser plus en profondeur et donc de donner vraiment des chiffres sur quels sont les métiers des parents, des pères de ces filles, et parfois aussi de pouvoir reconstituer des parcours de vie de ces jeunes filles. Donc c'est un peu ce que j'avais essayé de faire quand j'ai pris le cas de la jeune fille qui a été exclue pour inconduite. C'était d'essayer de retracer un petit peu son parcours pour voir si au final donc elle a bien accouché dans la paroisse, etc. Et donc d'en tirer des conclusions plus générales sur la condition des filles pauvres dans ces communautés. Est-ce que la dot de charité va les aider à améliorer leurs conditions de vie, donc soit trouver un époux, soit ne pas trouver un époux? Ça c'est toute la question. Est-ce qu'elles arrivent au final à se marier? Est-ce qu'elles sont plus désirables que d'autres filles qui n'auraient pas de dot de la fondation? Donc ça c'est un petit peu le cœur de ma recherche. Et au-delà de ça aussi d'étudier tous les liens qu'il peut y avoir entre ces filles, puisque je peux les suivre, alors là sur une période qui est assez courte, mais mine de rien, qui peut faire que je vais trouver une fille
qui participe en 1718 et sa sœur qui va participer en 1722 par exemple, et donc de reconstituer aussi des familles pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'elles s'insèrent dans ces communautés, est-ce qu'elles sont bien insérées parce que en fait leur famille est bien vue et que du coup on va proposer plusieurs filles d'une même famille aux élections. C'est le cas d'ailleurs notamment de la fille qui a été exclue puisque c'est sa sœur qui va récupérer sa dot. Et donc là on a aussi des questions de est-ce que toutes ces filles-là, est-ce que les enfants de ces filles vont se présenter, enfin les filles de ces filles vont se présenter. J'ai des cas de ça dans d'autres paroisses. Donc l'objectif ça va être voilà, soit de confirmer en fait toutes ces données que j'ai pu accumuler notamment sur Nevers, sur les Ardennes avec cet échantillon, et l'intérêt de cet échantillon aussi c'est le fait qu'il est un peu excentré par rapport à mon territoire principal de recherche et qu'on n'a pas du tout les mêmes catégories sociales que celles que je retrouve à Nevers ou dans les Ardennes, où je vais avoir beaucoup de filles de cloutiers, de filles de manouvriers, enfin voilà, des professions vraiment de la terre. Et là, donc, je découvre, et j'ai découvert en préparant tout ça, des nouvelles professions que je ne connaissais pas, notamment le valet de chasse-marée, qui pour moi est un peu une découverte. Et toutes les spécificités en fait des catégories sociales de ces paroisses qui sont situées vraiment en bord de mer. Donc ça va avoir un vrai intérêt scientifique pour moi de pouvoir compter sur ces échantillons pour en fait soit confirmer certaines choses, et évidemment les modèles sociaux que je retrouve dans le Nivernais, dans les Ardennes sont généralement les mêmes, mais aussi de voir quelques exceptions comme celles que je vous ai signalées, notamment le fait que dans ces communautés-là, c'est des paroissiens qui sont déjà très impliqués dans la vie de la paroisse, qui vont organiser les élections, et aussi donc des spécificités sur la composition des jurys d'élection, avec parfois il y a plus de veuves, parfois il y a moins de veuves. Et donc voilà, ça va permettre un petit peu de confirmer certaines choses, de diversifier aussi les cas. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Moi, j'ai juste apporté une petite précision sur les chasses-marées. En fait, ce sont les mareyeurs qui convoient le poisson, jusque chez les commerçants ou dans les châteaux, etc. Puisqu'en fait, on se rappelle de l'histoire de Vatel qui a demandé la marée, et en fait, les chasses-marées n'étaient pas arrivées, ils sont arrivés 1 heure après son suicide. Donc voilà, en fait, ce sont des personnes qui convoient le poisson sur les voies de communication, tout simplement. Très bien, je vous remercie, parce que du coup, là, j'avoue que c'était... Oui. Alors, la dot, donc, est-ce qu'on peut comparer par rapport à une fille donc, qui est non élue, qui va économiser sa dot, elle? Est-ce que c'est à peu près équivalent? Alors, est-ce que c'est à peu près équivalent? Tout dépend du temps qu'elle va passer à économiser. Ce que je constate dans d'autres endroits, c'est que les dots, souvent, elles sont mixtes. C'est-à-dire que les filles qui se présentent aux élections, généralement, de toute façon, comme elles sont célibataires et qu'elles sont la plupart du temps pauvres ou orphelines ou les deux, elles vont travailler comme domestiques et donc elles vont mettre un petit peu d'argent de côté. Et donc, elles vont combiner la dot de charité à la dot qu'elles se sont constituées elles-mêmes pour augmenter le pécule et être un petit peu plus désirable. Du coup, il n'y a pas de... On va dire que ça donne un certain avantage à ces filles par rapport à d'autres filles de la même condition qui auraient juste mis de côté. Mais étant donné que c'est pas général, que la fondation n'a pas de... qu'elle ne peut pas doter toutes les filles, si par exemple une fille économise pendant 10 ans avant de se marier sans passer par la fondation, elle aura peut-être plus de dot qu'une fille qui va mettre moins de temps à se marier et qui va passer moins de temps dans les élections, donc aura peut-être une plus petite dot, juste la dot de la fondation, et un tout petit pécule à côté si elle a travaillé par exemple 5 ans.
Donc en fait, c'est très variable, c'est difficile d'évaluer. Ce que je constate, c'est que quand même, ces filles, et notamment celles qui passent 10 ans ou 15 ans dans les élections avant d'obtenir la dot, elles ont un petit pécule qu'elles se sont mises de côté, plus cette dot-là, et que du coup, elles trouvent un peu plus facilement un époux après. Et que généralement, elles ont déjà un peu un époux en vue. Ça arrive à l'inverse que d'autres filles n'aient pas d'époux en vue, mais du coup, ça leur permet quand même de faire une petite plus-value sur le marché matrimonial par rapport à d'autres filles qui sont plus pressées. Est-ce que, parce qu'à l'époque, quel que soit le niveau de fortune, généralement on passait quand même un contrat de mariage devant le notaire. Est-ce que vous avez aussi exploré ces pistes? Oui, alors en fait, il y a dans la fondation, il y a un contrat de mariage. Donc j'ai quelques exemplaires dans le dossier ici. Je crois que j'en ai 2 ou 3, donc c'est pas énorme. Mais généralement, j'ai un contrat qui est défini. Le problème des contrats de la fondation, c'est que du coup, je ne sais que ce que la fondation en fait demande comme information. Et donc, je ne sais pas si, par exemple, il va y avoir d'autres biens qui vont être apportés, si la dot va être s'il va y avoir un complément de dot ou pas. À Nevers, j'ai de la chance, c'est qu'au départ, ils ne suivent pas du tout les règles de la fondation. Et donc, ils font passer les contrats de mariage devant des notaires. Et à ce moment-là, j'ai le contrat de mariage tel qu'il est rédigé pour l'ensemble de la population. Et je sais exactement quel va être le montant de la dot. Et c'est comme ça que je peux dire qu'il y a parfois des dots mixtes. C'est-à-dire qu'il y a une dot de charité, la dot de charité plus des économies ou parfois même de l'argent qui vient de la famille qui aurait été donné plus tard. J'ai le cas d'une fille notamment dont on cherche à révoquer l'élection parce qu'elle touche un petit héritage. Et le règlement de la fondation est clair, c'est qu'il dit que même si elles touchent un héritage, elles ont le droit quand même de conserver la dot. Et c'est bien à la personne elle-même de venir réclamer la dot en question. Si elle quitte le lieu pour aller travailler plus loin, tant pis pour elle en gros. Ben en fait, c'est ça 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 pose un petit problème. Alors j'ai le cas d'une fille qui part travailler avec son époux en fait dans un village éloigné. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie son père avec le billet d'élection pour qu'il lui en fait habite encore à Nevers et va réclamer la dot pour elle. Mais généralement, c'est elles-mêmes qui vont, et c'est d'ailleurs pour ça que parfois les dots ne sont pas réclamées, c'est parce que les filles elles partent travailler ailleurs, là où elles trouvent un emploi. Surtout si au bout des 3 ans, il fallait la réclamer à Paris. Alors elles n'ont pas à la réclamer à Paris. Pour le coup, elles la réclament dans le territoire où elles ont été élues. Et en fait, il y a un système une forme de procuration qui est créée, c'est-à-dire que les officiers peuvent leur donner la somme d'argent et ensuite ils demandent à l'Hôtel Dieu de Paris de régulariser cette somme. Est-ce que cette fondation, on peut la considérer comme une exception ou bien il y a un certain nombre d'autres pratiques en France qui ont été faites? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est l'apanage des catholiques ou chez les pratiquants du protestantisme, ils ont peut-être pas la même formule, mais des initiatives de ce genre? Alors, c'est pas une exception. Pour le coup, il y a quelques fondations que j'ai pu retrouver par ailleurs en France qui dotent aussi des filles pauvres. Notamment, il y en a une qui a été faite par Colbert, qui est la copie conforme en fait de cette fondation-là. Qui en plus est collée quasiment, puisque Colbert a des territoires dans le Cher, et c'est à cet endroit-là qu'il fait cette fondation. J'ai d'autres exemples en fait de fondations, donc c'est vraiment pas la seule, et je pense que j'en ai trouvé très peu par rapport à la réalité du terrain, parce que là le tableau que je vous ai présenté c'est l'élection d'une fille en Normandie, et j'ai pas trouvé la fondation en question, donc ça veut dire qu'elle existe, donc c'est vraiment un terrain de recherche un peu nouveau en France qu'il faut alimenter en fait. Oui, c'est pas nouveau. Et votre deuxième question? Oui, est-ce que parmi les pratiquants de la religion protestante, il y a des initiatives, certes pas les mêmes, mais qui traduisent une volonté d'aider ces jeunes femmes? Alors chez les protestants, j'en ai pas trouvé. Pas trouvé, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas,
ils n'ont pas le même mode de fonctionnement de Oui, charité. c'est pas le même mode de fonctionnement. Et du coup, c'est un peu plus difficile à repérer dans les archives. Il faudrait vraiment en fait une étude spécifique à ça pour le voir. Néanmoins, je sais qu'il y a d'autres religions qui pratiquent et qui ont des fondations qui ressemblent à ça, notamment chez les Juifs. Il y a une grosse fondation juive pour doter des filles pauvres, sur lesquelles il y a déjà eu des travaux. J'ai pas la référence en tête, mais c'est une énorme fondation et pour le coup, on retrouve ça principalement chez les catholiques et donc c'est pour ça qu'on en retrouve en Italie, en Espagne, qui sont les pays pionniers en fait. C'est eux qui vont mettre ça en place, principalement dans les villes en Italie. Puisque là, on va avoir une circulation de richesses, des bourgeois, des mondes de piété qui vont faciliter en fait la création de ce genre de fondations. En Espagne, on va avoir beaucoup de fondations, mais là plutôt tenues par des religieux, pensées par des prêtres qui vont léguer une certaine somme à la paroisse pour doter des filles pauvres. Donc voilà, donc on a ces pays catholiques vraiment, on en retrouve aussi au Portugal. Donc c'est vraiment très méditerranéen comme système a priori, mais après l'enquête continue, il faut voir s'il y a d'autres systèmes qui se mettent en place dans d'autres pays catholiques, voire peut-être un système équivalent dans les pays protestants. Merci. Cette pratique s'est déroulée jusqu'à quand? C'est une très bonne question aussi. Alors c'est Je pense que c'est partout, que ça a dû fondre peu à peu et on a dû perdre. Alors contrairement à ce qu'on pense, et bon ça c'est pareil, je l'ai découvert. Il y a des rosières. Il y a les rosières et en fait parallèlement aux rosières, ces fondations elles perdurent assez longtemps. La fondation de Colbert, j'ai retrouvé des archives jusque dans les années 1940. Donc on a quand même des fondations pour doter des filles jusque assez tardivement. Notamment au 19e, il y a une sorte de retour en force de ce type de fondation par rapport à la période révolutionnaire où ces fondations-là, et notamment celle sur laquelle je travaille, s'effondrent. En 1793, plus de droits seigneuriaux, de toute façon il n'y a plus d'argent, donc c'est fini. Mais il y a d'autres modèles, notamment la fondation de Colbert, d'autres fondations aussi que j'ai pu trouver, qui fonctionnent au 19e et qui s'étendent même parfois jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui est un petit peu étonnant. Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de travailler là-dessus. Ce sera peut-être un projet pour plus tard, mais ouais, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on penserait, parce que moi aussi, je me disais, fin de l'Ancien Régime, c'est bon, les dots, on en a marre. Enfin, passé le 19e, et en fait, je vois qu'il y a encore un petit peu ce système-là. Et il y a des fondations, en fait, alors notamment, je sais qu'en Espagne, les fondations pour doter des filles pauvres, comme il n'y a pas eu la Révolution, elles sont transformées. Et donc, ça a été transformé en bourse pour des jeunes filles pauvres pour l'université. Donc, il y a des fonds comme ça qui fonctionnent encore parce qu'ils ne sont pas fondés exactement pareil que la fondation des Ducs de Nevers, qui sont plus sur des biens immobiliers, par exemple, qui rapportent une rente. Et donc, à partir du moment où il y a une rente, c'est plus facile de continuer à avoir de l'argent. Et comme les actes sont passés et sont de l'ordre de la propriété privée, eh ben, on n'a pas pu... entre guillemets, casser ces fondations-là, et donc elles continuent de produire de l'argent. Dans certains cas, donc en Espagne, je sais qu'il y a un cas aussi à Saint-Denis, à côté de Paris, où il y a une fondation qui maintenant est intégrée aux œuvres sociales de la ville. Donc voilà. C'est un peu contre-intuitif. Les enfants abandonnés, ils n'avaient pas le droit de... Peut-être qu'il y avait d'autres... Il y a d'autres types de fondations, mais sur ces fondations-là en particulier, non, les enfants abandonnés sont exclus. En fait, les filles des orphelinats, en revanche, ont été sélectionnées dans des programmes comme les filles du roi, par exemple, où là, on a envoyé des filles au Canada en leur promettant une dot pour qu'elles puissent se marier. Mais du coup, elles, comme elles sont pas, on n'a pas vérifié entre guillemets leur qualité de jeunes filles bonnes sous tout rapport, c'est un peu à la fois la carotte et le bâton, quoi. Après, il existait aussi d'autres types de fondations, hein. Enfin, les hôpitaux, Oui. sous l'Ancien Régime, accueillaient de nombreuses fondations.
Voilà, on léguait des biens à l'hôpital Dieu. En contrepartie, on devait entretenir 2 lits pour les pauvres de la paroisse. Voilà, c'était aussi un moyen d'aider, c'est pas forcément Oui, c'est un type très particulier de fondation par rapport à l'ensemble du paysage charitable. Effectivement, en fait, les personnes qui avaient les moyens de donner de l'argent donnaient beaucoup aux hôtels-dieu, dans les paroisses aussi. Et le curé avait possibilité en fait de donner peut-être une aumône ou de financer aussi. Alors j'ai trouvé ça dans les registres paroissiaux à Ault. C'est de noter à chaque fois à côté, si un jour vous avez envie de regarder, charité. Et donc c'est de l'argent qui a été donné pour payer les sépultures des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour le faire. Donc il y a beaucoup de formes de charité différentes. La charité matrimoniale, c'est vraiment aussi lié à des enjeux en fait idéologiques de vertu, de volonté en fait de promouvoir le mariage et d'aider et d'éviter en fait qu'il y ait beaucoup de concubinage, d'enfants illégitimes, etc. Ce système des élections et cette mise en concurrence des filles qui doivent correspondre à un certain nombre de critères me fait peut-être penser impulsivement au concours de beauté. Est-ce qu'il y a un lien Il y a effectivement un lien très... Alors si on va sur cette lignée-là, donc il y a les fondations qui durent très longtemps. Et en fait, comme vous le disiez, madame, il y a les rosières au 19e siècle qui sont mises en place, qui sont au départ des concours de vertu, mais qui vont se transformer progressivement en concours de la jeune fille la plus jolie, en plus d'être la plus vertueuse. Et ensuite, on passe de jolie et vertueuse à jolie. Et donc, ça a donné un certain nombre de concours de beauté qui avaient lieu au départ dans des villes, dans des villages, et qui ensuite se sont transformés dans les concours de beauté que vous connaissez, qui sont beaucoup plus populaires maintenant. Donc oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, entre Ault et Saint-Valery, apparemment on avait plus de chances de bénéficier de la dot, vous avez dit, à Ault. Oui. Donc c'est pas juste. C'est pas juste. Non, effectivement, le système est de toute façon, en fait, sous couvert d'égalité, il est assez injuste, parce que c'est lié à la manière dont le territoire est fait. Comme les ducs de Nevers avaient finalement très peu de paroisses, comme vous l'avez vu, je vous ai vraiment représenté l'essentiel de ce qu'ils avaient dans ces territoires-là. Il a fallu qu'il y ait une paroisse dans laquelle on accueille toutes les filles des petites paroisses alentours. Et donc ça crée effectivement un déséquilibre, puisque participer aux élections à Saint-Valery, ça doit prendre plus de temps, entre guillemets, avant d'être tiré au sort que de participer à Ault ou à Saint-Valery. Donc oui, vous avez très bien compris. En fait, il y a un gros déséquilibre entre les deux. D'autres questions? Non? Merci beaucoup, Merci. Marie. Merci à vous. Jean. On a envie d'en savoir plus, donc je pense qu'il faudra revenir pour la suite. Oui, oui. Que sont-elles devenues saison 2? Ça pourrait faire aussi. Avant de vous quitter, une visite guidée de l'exposition des archives dimanche à 15h, c'est gratuit. Et la prochaine conférence aura lieu le 18 novembre prochain, donc une conférence de Christopher Luquen qui viendra nous parler de Richard de Fournival, chanoine du chapitre cathédrale, médecin, alchimiste, poète, érudit. Donc il viendra nous parler de Richard de Fournival et de sa bibliothèque. Voilà. Bonne fin de soirée. Merci.